Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, face à la résurgence des attaques au front de la guerre contre Boko Haram, l'état-major des armées du lac Tchad veut réajuster le dispositif sécuritaire. Les ministres de la Défense de la sous-région sont en conclave depuis ce matin dans la capitale politique Yaoundé. Les premiers échos et mesures de cette rencontre sont à suivre dans cette édition du journal. Alerte au choléra au Soudan du Sud. Le pays traverse sa plus grave épidémie depuis son indépendance en 2011. Près de 2500 personnes sont touchées par la maladie en l'espace de 3 mois. Et puis après une participation mitigée en Coupe des Confédérations, les Lions indomptables chutent du classement FIFA de juillet. Le Cameroun vient de perdre 4 places dans ce classement des meilleures nations du football dans le monde. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie pour cette édition du 20h. Nous le disions tout à l'heure, alors que les attaques kamikazes des terroristes de Boko Haram se multiplient dans la région de l'extrême nord Cameroun, les ministres de la Défense de la Commission du lac Tchad veulent réajuster le dispositif sécuritaire dans la sous-région et donner un nouveau souffle au combat contre ce groupe terroriste. Ils ont notamment abordé à Yaoundé, ils sont réunis depuis ce matin l'épineuse question du financement de la force multinationale mixte. Des précisions avec Guy Zogo et Emmanuel Diop. La commission du bassin du lac Tchad fait le point sécuritaire. C'est dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense, des chefs d'état-major des armées et des services de renseignement et de sécurité qui vient de se tenir à Yaoundé. D'emblée, les résultats engrangés contre Boko Haram par la force multinationale mixte, le bras armé de la commission du bassin du lac Tchad, sont de qualité. Je voudrais rendre un hommage mérité à la force multinationale mixte dont l'engagement a été déterminant pour la quasi-neutralisation de Boko Haram. Malgré les attentats suicides et le recours aux engins explosifs improvisés qui s'apparente au champ lugubre et spectaculaire qui signe avant sa mort, l'action de la FMM, combinée à celle des opérations nationales des armées de nos pays, a permis à des régions de nos pays de revivre pleinement et progressivement dans la paix. Une bataille à laquelle se mêlent les civils avec engagement. C'est aussi le lieu pour moi de saluer le concours de nos populations civiles dans la guerre contre Boko Haram. Ces populations qui, organisées en comité de vigilance, paient également un très lourd tribut dans la dite guerre. Désormais donc, un retour progressif à la normale s'esquisse, ce qui justifie les récompenses aux acteurs de ces victoires. Les décorations que M. le secrétaire exécutif vient de remettre à certains récipiendaires traduisent de manière fort éloquente toute l'appréciation que nous avons tous de la qualité des services rendus par les intéressés et leurs collaborateurs. Reste que les malentendus sont également là avec les exigences de certains soldats de la force multinationale mixte d'être payés au même titre que leurs camarades incorporés dans les forces onusiennes. Le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, Sanoussi Imran Abdoulaye, a expliqué qu'il n'en est pas question du moment que la force multinationale mixte est juste un regroupement des armées de la commission du bassin du lac Tchad, chacune étant prise en charge financièrement par son pays. Il faut espérer que ces clarifications ramènent définitivement la sérénité dans les rangs de la force multinationale mixte.
Parlons de tout à fait autre chose à présent. C'est officiel depuis hier soir. Peter Mafani Musonge, récemment nommé à la tête de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, a décidé de se décharger de ses missions au Sénat. Cette démission ouvre donc la voie à son changement à la Chambre haute. Selon des experts des questions électorales, contrairement à ce que l'on peut croire, ce changement ne nécessite pas un autre décret du président de la République. Explication avec Marcelin Gansop. La démission de l'ancien Premier ministre de ses fonctions de sénateur ouvre la voie à une succession rigoureusement encadrée par la loi, puisqu'il s'agit d'un sénateur nommé par le président de la République. Le mécanisme de la suppléance doit être invoqué. Déjà, il faut dire que la démission ouvre la vacance, parce que la vacance est ouverte en cas de décès, de démission ou d'accession à une fonction incompatible. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, il faut le dire, vient de procéder à la démission à ses fonctions de sénateur. Alors, il vous souvient qu'il avait été nommé, comme tous les 30 autres qui avaient été nommés par le président de la République, ils avaient été nommés concomitamment avec le suppléant. Donc, en principe, le mécanisme de suppléance va pouvoir jouer tout de suite, là, puisque c'est un cas de démission. Donc, son suppléant doit accéder, n'est-ce pas, à cette fonction. Donc, son suppléant doit siéger en ces lieux et places jusqu'à la fin du mandat, en principe. Pour ceux qui attendent que le président de la République prenne son stylo pour acter le remplacement de Peter Mafani Musonge, l'expert précise qu'il n'en est pas question. Le président de la République n'a pas besoin de procéder à une nomination. C'est justement pour ça qu'il avait été procédé à une nomination concomitante entre suppléant, titulaire et suppléant. Donc chaque siège est occupé par un titulaire et un suppléant qui attend. En cas de vacances autre que celui de décès, le suppléant doit pouvoir accéder, n'est-ce pas, au siège. La démission de Peter Mafani Musonge, promu à la tête de la commission de promotion du bilinguisme, remet au goût du jour la problématique du cumul de fonctions dans notre pays. Le concerné, bien qu'ayant démissionné du Sénat, occupant par ailleurs les fonctions de grand chancelier des ordres nationaux. Et pour revenir à la Chambre haute du Parlement, il est reproché à plusieurs sénateurs d'occuper des fonctions incompatibles. L'expert des questions électorales tient à faire quelques précisions pour éviter tout amalgame. Vous savez, les fonctions incompatibles pour le sénateur ou pour le député sont nommément énumérées dans le code électoral. Donc ce n'est pas toutes les fonctions. Il y a les fonctions publiques qui sont incompatibles. Il y a d'autres fonctions qui ne sont pas incompatibles. Donc il faut d'abord vérifier et se rassurer qu'effectivement ces fonctions sont incompatibles. C'est dire en définitive que le suppléant de Peter Mafani Musonge devrait donc récupérer son siège au Sénat. Mais le mécanisme aurait été différent s'il s'agissait dans le cas d'espèce des sénateurs élus. En santé à présent, après la pénurie des kits de dialyse dans les grands centres hospitaliers à Yaoundé, mais également à Douala, les malades souffrant d'insuffisance rénale recherchent des soins par tous les moyens et à tous les endroits possibles. Plusieurs d'entre eux se sont rabattus au centre d'hémodialyse des Bolova dans la région du Sud. Cependant, les cas de plus en plus nombreux dans ce centre hospitalier font également craindre une pénurie des kits de dialyse dans cette formation sanitaire dans les prochains jours. Explication avec Gladys Sidje et Roger Takala. Le centre d'hémodialyse des Bolova n'a pas encore connu de rupture de kit. Cependant, la vague de patients souffrant d'insuffisance rénale qui afflue dans ce centre ces derniers jours inquiète les responsables. On note le genre de patients qu'on appelle les touristes, patients qui appartiennent aux autres centres d'hémodialyse, qui viennent dialyser dans notre centre. Donc, nous faisons un peu plus que nous avons par exemple prévu comme séance de dialyse par jour, par semaine, voire par mois. Les responsables du centre d'hémodialyse des Bolova lancent un signal de détresse. Si rien n'est fait pour régulariser la situation à Douala et Yaoundé, les insuffisants rénaux du Sud seront eux aussi bientôt sevrés. Nous n'avons pas encore connu de rupture de stock à cause de ces touristes-là. Notre stock est pratiquement dans le stock qu'on appelle alerte actuellement. Donc nous sommes en train de gérer notre stock d'alerte. Et que s'il continue à venir d'ici quelques jours, voire semaines, nous serons également en rupture si nous ne vont pas de livraison.
Face à la rupture des kits à Douala et Yaoundé, Ebolova reste pour certains patients la seule voie de survie. Vraiment, quand on avait les problèmes à Yaoundé, les infirmiers d'Ebolova nous acceptaient. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici cette fois-ci encore. Les autres ne savent pas que nous venons aussi. Ils n'ont peut-être pas la présence d'esprit de venir à Ebolova comme nous aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas la présence d'esprit de venir à Ebolova comme nous. En tout cas, c'est les problèmes qu'il y a à Yaoundé qui m'ont amené ici. Bon, c'est vrai que je viens ici une fois par semaine. C'est pas facile aussi de tenir la semaine, une semaine avant de venir ici. Mais on me traite bien ici. Oui, c'est vrai que quand on vient ici, le coût est plus lourd. Il y a au moins le transport qu'il faut payer et ça augmente les frais. Les malades d'insuffisance rénale sont engagés dans un mouvement d'humeur depuis plusieurs semaines. Pour résorber la pénurie, on annonce la disponibilité de ces 500 kits arrivés à Douala qui seront acheminés à Yaoundé, puis mis à la disposition des patients sous dialyse des 2 grandes métropoles en priorité. Ailleurs, heureusement, on reçoit des kits devant améliorer les besoins des malades. À Douala, 2 formations sanitaires viennent de bénéficier de cet important don. Il s'agit de la Fondation médicale Adluchem et de l'hôpital protestant de Ndogbati. Cet élan de cœur est l'initiative d'une jeune association conduite par des médecins. Des précisions avec Julienne Bissaï et Séverin Tchoubon. De ces 2 formations sanitaires qui viennent de bénéficier d'un important don des stocks de médicaments, entre autres, et autres kits devant résoudre les besoins quotidiens de leurs malades. Il s'agit des fondations Adluchem et de l'hôpital protestant de Ndogbati. Cet élan de cœur est une initiative d'une association, une jeune association conduite par des médecins. Des précisions avec Julienne Bissaï et Séverin Tchoubon. Un important don de matériel médical pour la Fondation médicale Adluchem et l'hôpital protestant de Ndogbati. Ce geste de cœur est l'initiative d'une association caritative menée par le docteur Léon Fodzo. Et nous avons choisi ces institutions parce que ce sont des institutions confessionnelles, des institutions qui rendent un large service social, où les prix de consultation, par exemple, sont beaucoup plus accessibles que dans les établissements privés non confessionnels ou publics. Pour cette raison, nous leur apportons notre soutien à notre niveau. Le matériel, composé entre autres de 25 cartons de consommables, de tables opératoires électriques, de lits d'hospitalisation et du matériel divers de chirurgie, sont remis au personnel de ces formations sanitaires. Les bénéficiaires promettent de faire bon usage du matériel requis et surtout de le mettre au profit des patients. Je suis soulagé et mes impressions sont très bonnes parce que, sans le savoir, mon aîné, mon père ici, a offert du matériel qui servira vraiment. Ce n'est pas du matériel qui va aller être enfermé dans un magasin pour attendre, mais c'est des choses qu'on avait vraiment besoin et que nous espérions obtenir et qui nous apportent. Nous sommes sincèrement soulagés et je crois que les malades seront les premiers bénéficiaires et ils seront aussi très ravis. Et nous sommes très contents. Et nous avons vraiment utilisé ce matériel. Et c'est un matériel qui arrive à un très bon moment, comme je l'ai dit tantôt, parce que pour la chirurgie, nous avions vraiment besoin d'une table d'opération. Le personnel soignant de l'hôpital participe aux démonstrations dirigées par le docteur Léon Fodzo pour lui faire comprendre le fonctionnement des outils mis à leur disposition. La sensibilisation contre la toxicomanie et les maladies mentales reste le cheval de bataille de cette jeune association. Où est passé le porte-parole du gouvernement? Vous l'avez sans doute remarqué, très prolixe et prompt à s'exprimer sur des questions qui engagent le gouvernement. Le ministre de la Communication se fait plutôt rare depuis quelques temps et pourtant des sujets importants, il y en a. Par exemple, cette dernière sortie du FMI au sujet d'un plan économique pour le Cameroun ou encore la lutte contre Boko Haram ou encore, si vous le voulez, donc cette situation concernant l'affaire Monseigneur Marie Benoît Bala. Le ministre de la Communication se fait donc rare. Comment peut-on expliquer ce silence suspect? Des précisions avec cet élément de Guizogo.
Les statistiques actuelles sont sans équivoque. Où est passé Issa Chiroma Bakari, d'ordinaire abonné aux prises de parole tonitruantes? Le bout de feu du gouvernement est désormais abonné absent dans l'arène du discours. Et ce ne sont pas les sujets qui ont fait défaut. Affaire Monseigneur Bala, Forum de la diaspora, démission de Peter Mafani Musonge du Sénat, il y avait effectivement de quoi dire. Et pourtant, nulle part on a entendu le ministre de la Communication, souvent rhéteur, au profit du gouvernement, délivrer sa science de la justification a posteriori. La dernière fois qu'il est apparu, c'était à l'occasion de l'annonce de l'arrivée au Cameroun d'un bateau hôpital à l'initiative du président de la République, Paul Biya. Pour qui sait que la moindre sortie d'Issa Chiroma Bakari reçoit l'onction de la présidence de la République qui dicte souvent les grandes lignes de sa communication, il faut bien croire qu'on n'y a pas trouvé matière à lui ouvrir les vannes ces jours-ci. Ce qui, on l'imagine, satisfait certains dans le sérail qui voient d'un mauvais œil le rôle prépondérant du ministre de la Communication. De là à parler comme certains de disgrâce, il y a bien loin pourtant. Vous pouvez désormais rallier la ville de Bamenda en avion dans la région du Nord-Ouest. La compagnie nationale Camerco vient d'inaugurer son vol en direction de Bamenda il y a quelques jours. Un ouf de soulagement pour les populations de cette partie du pays qui traversent souvent de réelles difficultés par voie terrestre. Le voyage s'est effectué en présence du staff administratif de cette compagnie aérienne. Guy Zogo, François Dikoumé plutôt et Julienne Bissaï. Les habitants de la ville de Bamenda accueille le premier vol inaugural de Camerco à l'aéroport de Bafouth. En provenance de la ville de Douala, le MA60 a mis 45 minutes pour atterrir à Bamenda. Le capitaine se réjouit du vol. Très bon, c'était très bon. Oui, le constat est fantastique à Bamenda. C'était bon, l'aéroport est excellent, tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Les vols seront lancés à partir du 20 juillet. On fera 3 vols par semaine sur Bamenda. C'est l'un des meilleurs avions de la flotte et donc je vous assure qu'il n'y aura pas de problème. Nous sommes fermes prêts pour lancer les vols sur Bamenda. Ce premier vol inaugural du MA60 s'est effectué en présence du staff de Camerco ainsi que des partenaires chinois et intervient quelques mois après celui de Bafoussam. La cérémonie d'inauguration s'achève avec une visite générale de l'aéroport de Bafouth. Quant aux vols, ils sont prévus pour ce mois de juillet et au prix de 32 000 francs par place. C'est la saison des affluences dans des agences de voyage. En cette période de vacances, ça grouille de monde. Cependant, quelques grincements de dents chez des promoteurs et des usagers qui dénoncent l'absence des agents du ministère des Transports sur le terrain pour s'assurer du respect des mesures de sécurité dictées par le patron de ce département ministériel afin de s'assurer de ces mesures de sécurité avant embarquement. Des mesures de sécurité, il faut le rappeler, qui n'ont jamais été appliquées jusqu'ici. Claude Quoi et Donna Anouza ont fait le tour de quelques agences de voyage ce matin. Voici leur reportage. La journée entame à peine sa première décade horaire en cette période de vacances. Dans les agences de voyage, l'absence des agents du ministère des Transports chargés de suivre la mise en application des mesures de sécurité avant l'embarquement des passagers est perceptible. Pour ce qui est de l'intervention du ministère des Transports, jusqu'ici, nous n'avons pas encore reçu leur visite. Ils nous rendent de temps en temps visite, mais depuis le début des congés, nous n'avons pas encore reçu la visite du ministère des Transports. Les passagers, à défaut de dénoncer l'absence sur le terrain des agents du département ministériel en charge des transports, choisissent indifféremment leur agence de voyage. C'est la sécurité ici. Moi, quand je vois ici, je suis en sécurité. Je n'ai pas de soucis. Moi, je sais que je vais arriver à bon port. Dans les agences, l'on énumère les mesures prises pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Pour ce qui est des bagages en soute, nous avons des agents à ce niveau qui possèdent une fouille systématique. C'est-à-dire, ils ouvre entièrement, que ce soit le colis, le sac, ça dépend de ce que chaque passager présente comme bagage. Ils possèdent une fouille systématique. Après la fouille systématique des bagages qui vont en soute, nous les dirigeons vers la fouille des bagages en main.
parce que là également c'est un autre domaine. Et au niveau de la fouille des bagages en main, nous avons des agents qui sont postés à ce niveau avec notamment des détecteurs de métaux. Après avoir procédé également à la fouille des bagages en main, procédant à un scanner. L'initiative du ministère des Transports d'affecter ses agents dans les agences de voyage aux fins de s'assurer de la mise en application des mesures de sécurité avant embarquement des passagers reste inopérante à Douala. À Kribi, dans la région du Sud, l'éducation sexuelle de la jeune fille était au centre d'un échange et d'une session de formation menée sous la houlette des organisations internationales dont ONU Femmes. Les participants ont reçu des outils pour mieux gérer leur sexualité et leur vie intime. Joseph Benabuna. La question de l'hygiène menstruelle de la jeune fille et de la femme en général constitue une véritable préoccupation sociale et un enjeu à l'épanouissement de la gente féminine. La mauvaise gestion des menstruels, la jeune fille peut être infectée. On a besoin de l'eau quand on a des problèmes menstruels. Les conséquences ne sont pas seulement sanitaires, mais au niveau de l'éducation. Quand la jeune fille ne se sent pas en sécurité, n'a pas un cadre idéal pour la gestion de son hygiène menstruelle, se trouve en train de perdre les heures de cours. La femme dans l'informel perd des heures de marché. La femme même qui travaille dans les services publics perd des jours au privé, c'est pareil, ça a un impact sur l'économie. Donc il est question de susciter la construction des toilettes déjà sexo-spécifiques, séparer les toilettes des femmes des hommes et de prendre en compte la gestion de l'hygiène menstruelle. Sous la houlette de l'ONU Femmes et du Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement, plusieurs acteurs de ce programme réfléchissent ici sur la validation de la stratégie de plaidoyer en vue de l'intégration de la gestion de l'hygiène menstruelle dans les politiques publiques au Cameroun. Une stratégie de plaidoyer a été élaborée pour, n'est-ce pas, à l'effet de mobiliser tous les acteurs, n'est-ce pas, pour inscrire la question de l'hygiène menstruelle au cœur des préoccupations des politiques publiques. Ça, c'est la première étape. Après, bon, on va trouver le moyen, n'est-ce pas, d'engager des actions précises, n'est-ce pas, pour que la question entre, n'est-ce pas, dans sa phase, je dis, pratique. L'objectif ici est que les besoins spécifiques des femmes et des filles en matière d'assainissement et d'hygiène soient intégrés dans les politiques, lois et règlements et budgétisés dans les pays cibles pour l'épanouissement de la jeune fille et de la femme en général. Nous l'annoncions à l'entame de ce journal, des milliers de personnes pourraient succomber au choléra au Soudan du Sud. La sonnette d'alarme est tirée par les Nations Unies qui indique que plus de 2500 personnes sont touchées par la maladie en l'espace de 3 mois. Le convoi de l'aide humanitaire est bloqué par la crise qui touche les deux Soudans. Des précisions avec Donald Brice-Camgan et Farel Bounia. Ce sont plus de 2500 personnes qui sont touchées par le choléra au Soudan du Sud depuis avril dernier. Après la saison sèche, de fortes pluies s'abattent sur le pays. En l'espace de 3 mois, l'essentiel des cours d'eau ont été contaminés par divers déchets. Si l'épidémie touche une bonne frange de la population, les quelques 200 000 réfugiés repartis dans divers camps d'accueil du Haut Commissariat des Nations Unies sont également particulièrement frappés. L'ONU, qui a entrepris de construire ce forage pour décanter la situation, lance l'alerte. Problème, les médecins estiment que le dispositif d'accueil des personnes atteintes par la maladie se trouve saturé face au flux des contaminés. L'ONU avertit que des milliers de personnes pourraient perdre la vie du fait de l'épidémie qui vient s'ajouter à la famine dans le pays, surtout que le cheminement de l'assistance humanitaire par les ONG est rendu difficile par la crise politique entre le Soudan du Sud et son voisin, le Soudan. Depuis l'émancipation du Soudan du Sud qui s'est détaché du Soudan en 2011, les affrontements armés entre les deux voisins sont constants. C'est donc la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Passez le bon moment en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent.